Chers amis abonnés de Vivo Vojo, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau dossier. Dossier important puisqu'il concerne votre santé globale, holistique, mais plus particulièrement votre système immunitaire. Alors nous allons voir les clés principales de l'hygiène de vie avec l'accompagnement de ce qu'on appelle certains biothérapiques, les plantes, les huiles essentielles et quelques compléments pour pouvoir soutenir, booster, entretenir votre immunité. Alors j'aimerais commencer par cette introduction qui est la définition de la santé selon l'Organisation mondiale de la santé. Eh bien, l'OMS nous dit que la santé est bien plus que l'absence de maladie. S'il y a bien une réalité qui nous concerne, c'est dans l'immunité. L'objectif n'est pas d'attendre d'être malade, d'avoir contracté une grippe, un virus, un coronavirus ou une infection urinaire pour pouvoir s'en préoccuper. L'idée, c'est vraiment d'anticiper. On va voir que notre immunité est complètement dépendante de notre terrain et plus notre terrain sera potentialisé, plus sera équilibré, plus sera vitalisé et meilleure sera notre immunité. On pourrait dire que l'immunité, c'est un peu comme la partie visible de l'iceberg qui nous donne une indication sur l'ensemble des paramètres. Alors, comment s'y prendre? Eh bien, il y a deux choses à faire. Déjà, régler son hygiène de vie, et on va voir les clés principales qui nous concernent par rapport à notre immunité, mais c'est également armer ses capacités d'adaptation de notre corps. Plus notre organisme est adapté à supporter des variations climatiques, plus il est adapté à supporter des pauses alimentaires et mieux sont ses capacités d'adaptation. Donc on a des outils qui nous aident par rapport à ça, tels que les plantes adaptogènes, mais avant de parler de ce qu'on appelle dans le jargon naturopathique les biothérapiques, c'est-à-dire les outils naturels au service de la santé, on va parler déjà de l'hygiène de vie. Dans l'hygiène de vie, eh bien, fidèle à la naturopathie à laquelle j'ai été formé et pour lequel j'enseigne à mon tour maintenant depuis plusieurs années, eh bien, on va appuyer notre immunité, notre terrain, notre santé sur les trois techniques majeures. La première technique majeure qu'on utilise en naturopathie, vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit bout de temps, c'est l'alimentation. Fidèle au précepte d'Hippocrate, que ton aliment soit ton premier remède ou que ton aliment soit ta première médecine, selon la traduction des uns et des autres, eh bien on va voir que l'alimentation revêt une importance primordiale pour permettre à notre immunité de faire son job. Car ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si nous sommes là à nous parler aujourd'hui au XXIe siècle, c'est que nous sommes les héritiers de ceux qui ont été capables de s'adapter à des conditions de vie bien plus difficiles que les nôtres au niveau du climat. L'homme n'a pas toujours eu des chauffages, des climatisations, donc naturellement, ceux qui n'avaient pas cette capacité de s'adapter à des variations climatiques n'ont pas pu survivre. Ce qui veut dire que nous sommes les héritiers de ceux qui avaient déjà des fortes capacités d'adaptation à l'environnement pour pouvoir nous transmettre leurs gènes. Bonne nouvelle, on a ce programme génétique en nous. Deuxièmement, les anciens, ou Homo sapiens, ou nos ancêtres lointains, n'avaient pas toujours à manger. Donc le fait de pouvoir survivre plusieurs journées, plusieurs semaines, des fois de longues semaines consécutives sans pouvoir s'alimenter, eh bien, a fait une sélection entre guillemets naturelle qui fait que nous sommes également les héritiers de ces humains-là ou de ces ancêtres lointains. Eh bien, ce qui pose problème en réalité, c'est que notre mode de vie à nous ne nous permet plus de nous adapter. On est rentré dans un confort qui certes est agréable au quotidien, en tous les cas pour ce qui concerne le monde occidental, celui dont on parle, privilégiés que nous sommes, mais finalement ça ne nous rend pas toujours service. En effet, de manger trop souvent, de ne pas avoir des expositions à des conditions climatiques un peu extrêmes, froid un peu marqué ou chaleur un peu forte, fait perdre progressivement à notre organisme ses capacités qu'il a naturellement en lui, qu'on appelle les capacités d'adaptation. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les bons carburants. On va mettre les bons carburants dans la machine, dans l'organisme, pour qu'il puisse avoir l'énergie nécessaire, mais surtout les micronutriments nécessaires pour pouvoir faire de façon optimale l'ensemble des réactions biochimiques. Donc ça, c'est assez simple. En fait, ce qu'il faut, c'est retrouver
ce que vous connaissez de mieux en mieux maintenant, l'alimentation santé, c'est-à-dire celle qui est au-delà des régimes, celle qui est au-delà des modes, mais qui permet justement de pouvoir faire fonctionner notre biochimie, nos cascades enzymatiques de façon optimale. C'est quoi? Ce sont les vitamines. Il faut tout le groupe des vitamines B, les B1, B2, B3, B6, B9, B12, et il y en a encore d'autres, je cite juste les principales, sont fondamentales pour tout le fonctionnement neuronal et le fonctionnement énergétique au niveau de nos cellules. Donc la question qu'on va se poser, c'est où trouve-t-on ces vitamines B? Et puis ensuite, il faut des grands protecteurs au niveau de nos cellules, y compris au niveau de nos cellules immunitaires. Donc ça, c'est toute la famille des antioxydants. Vitamine C, vitamine D, vitamine E, entre autres les anthocyanes, les bioflavonoïdes, le resveratrol, les OPC, etc. Toute cette famille des protecteurs. Où trouve-t-on ces micronutriments? Et puis ensuite, il faut des minéraux pour les échanges ioniques au niveau des cellules. Donc il faut du potassium, il faut du sodium, entre autres pour les échanges intracellulaires. Où trouve-t-on ces micronutriments? Ensuite, il faut soutenir notre barrière intestinale. Elle est fondamentale pour notre santé, mais elle est aussi fondamentale pour notre immunité. Et donc, il faut amener des carburants pour nos bactéries intestinales, qu'on appelle le microbiote, vous savez. Et donc là, ce sont les fibres prébiotiques. Et puis ensuite, ces bactéries, il faut qu'elles soient entretenues, développées. Donc, il faut également leur amener des bons carburants. Eh bien, pour faire simple, chers amis, c'est le monde végétal qui va pourvoir à l'essentiel des micronutriments que je viens de citer au préalable, c'est-à-dire vitamines, minéraux, oligoéléments, antioxydants, fibres et probiotiques. Donc ça veut dire, de façon simple et pragmatique, pour avoir une bonne immunité, la première clé, ce serait d'avoir une alimentation à dominante végétale. Mais on n'est pas sûr d'amener les bons minéraux, les bons antioxydants, les bonnes vitamines à chaque fois. Donc on n'a pas forcément des compteurs, on n'est pas forcément des spécialistes qui allons doser tout comme on pourrait faire en nutrition ou en diététique de façon un peu théorique. Bien, il y a une méthode beaucoup plus simple en réalité qui consiste à dire je mange une alimentation végétale variée. Si je mange du brocoli, c'est super, je vais avoir tel ou tel antioxydant ou telle substance qui va être utilisée par mon foie pour la détox ou par mon immunité pour faire son job. Mais si je mange que du brocoli, qui certes est un excellent aliment, eh bien il va me manquer d'autres micronutriments. Donc si je varie chaque jour de façon optimale mon alimentation, en tenant compte de la saisonnalité et en tenant compte également de la proximité, c'est un point important pour l'écologie, mais c'est un point important pour l'écologie de notre santé, dans la mesure où un aliment, pour qu'il soit pourvoyeur d'une densité la plus importante possible en termes de micronutriments, eh bien, il faut qu'il y ait des circuits les plus courts possibles. Et on verra même qu'il y a certains aliments qui devraient être apportés de façon courte, mais également vivante, pour amener justement ces fameuses enzymes. Les enzymes se détruisent avec le temps et se détruisent avec la température supérieure à 45 degrés. Donc pour nous résumer, on va retrouver cette fameuse loi des 3 V, qui est un moyen mnémotechnique facile à se souvenir, végétal, varié et vivant. Eh bien, plus j'intègre ça dans mon alimentation au quotidien, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je raisonne sur la constitution de mon menu, qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je réfléchis en termes de végétal. Qu'est-ce que je mets comme légumes? Qu'est-ce que je mets comme céréales? Qu'est-ce que je mets comme protéines végétales, légumineuses? Lentilles, pois chiches, lentilles corail, houmous, etc. Qu'est-ce que je mets éventuellement comme végétal issu du monde marin? Algues. Je mets de la wakame. Ah, non, je vais mettre de la nori aujourd'hui. Elle est un petit peu plus riche en tel ou tel minéral. Je vais mettre de la dulce qui m'intéresse pour sa richesse également en calcium ou tel autre en fer. Eh bien, le fait de varier ces végétaux va permettre d'amener tous les micronutriments nécessaires pour faire fonctionner ma biochimie, donc tout mon fonctionnement de la chimie des cellules, du vivant, mais également, bien sûr, mon système immunitaire. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi s'occuper d'amener des acides gras qualitatifs. Donc là, c'est important d'utiliser des huiles vierges, première pression à froid. Certaines doivent être riches en précurseurs d'oméga 3, c'est l'huile de lin, c'est l'huile de cameline, c'est l'huile de chanvre, qui sont les plus grandes huiles riches, concentrées en oméga 3. Mais on peut aussi amener des produits animaux. Et là, ce n'est pas une hérésie quand on s'occupe de son immunité. Donc si vous êtes végétalien, vous pouvez très bien vous en sortir. Si vous êtes vegan aussi.
Il y a quelques règles à connaître pour ce faire. Mais si vous êtes plutôt omnivore avec une alimentation à dominante végétale comme je vous le propose, pensez aussi aux protéines qualitatives qu'on peut retrouver dans des œufs à condition que les poules soient nourries correctement, c'est-à-dire plutôt en picorant, en étant complétées avec du blé plutôt qu'avec du maïs. Donc ça c'est important parce que vous allez avoir des bons acides aminés qui sont importants pour le fonctionnement de notre immunité. Si vous mangez des protéines animales, vous pouvez aussi manger des petits poissons gras, intéressants pour leur apport en protéines, mais également en acides gras. Et vous pouvez, pourquoi pas, 2-3 fois par semaine maximum, manger des produits carnés, plutôt du côté des volailles que des autres viandes, celle-ci étant la moins pourvoyeuse de déchets et étant la moins perturbante par rapport aux facteurs de croissance. Donc voilà, résumé déjà, le premier pilier. Eh bien en gros, c'est simple. L'alimentation santé est celle qui est également essentielle, fondamentale et importante pour notre système immunitaire. Alimentation à dominante végétale, variée et vivante. Alors du côté du vivant, il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser les super-aliments, ce qu'on appelle, vous le savez dans notre jargon, les super-aliments. Ce sont des aliments métabolisés, fabriqués par la nature, mais qui ont une forte densité micronutritionnelle. Ça tombe bien, c'est ce que je souhaite pour soutenir et booster mon immunité. Et bien là, je peux mettre des graines germées dans mon alimentation au quotidien. Et ça, c'est très intéressant, surtout l'hiver, la période là où on a le plus besoin d'amener tous les micronutriments pour notre immunité, et la richesse en végétaux commence à affaiblir. Eh bien, rajouter 1 à 2 cuillères à soupe de graines germées dans son alimentation de façon quotidienne, en variant, encore une fois, un coup de la luzerne, un coup du fenugrec, un coup du tournesol, un coup des mélanges, vont me permettre d'amener ma dose d'enzymes, de vivants et de micronutriments. Et je peux, si besoin, compléter, on le verra un petit peu plus tard dans la complémentation, utiliser d'autres produits comme le pollen frais qui est le super booster de la vitalité et donc de l'immunité. Avoir une bonne alimentation à dominante végétale variée vivante, c'est fondamental pour l'immunité, mais ce n'est pas suffisant pour fonctionner de façon optimale. Pourquoi ? Parce qu'on peut se nourrir sainement et être intoxiqué par ses émotions de peur. On peut manger sainement et être dans des pensées récurrentes qui elles-mêmes créent des émotions comme la peur que j'ai citée au préalable, mais comme la convoitise ou comme l'insatisfaction, qui est plus un sentiment qu'une émotion. Et ça va perturber notre métabolisme. Ça va perturber notre biologie. Donc ça veut dire qu'il faut s'occuper de ce qu'on appelle en naturopathie notre deuxième pilier, c'est-à-dire toute l'hygiène du système nerveux, l'hygiène neuropsychique et du monde de la pensée et du monde des émotions. Donc là, eh bien, vous avez tout un tas de dossiers chez vous, vos jours qui peuvent vous être utiles sur les techniques de relaxation, sur les techniques de respiration, sur aussi, le naturopathe ajouterait l'hygiène des rythmes. Et c'est bien de se relaxer, c'est bien de méditer, c'est bien d'utiliser des techniques de respiration, à condition que ce soit un appui des bases fondamentales qu'est l'hygiène des rythmes, c'est-à-dire que si je roule pied au plancher toute l'année et que je ne pense pas à prendre des pauses suffisantes, eh bien à 20 ans, 30 ans, ça peut passer, mais petit à petit, ça fait le lit d'un déséquilibre du système nerveux. Et ce qu'il faut savoir, chers amis, c'est que tous les systèmes sont interconnectés. Alors c'est vrai qu'en médecine, on l'a un peu oublié, en médecine contemporaine, on a des spécialistes du système nerveux, les neurologues, des spécialistes de l'immunité, les immunologues, des spécialistes du système endocrinien, les endocrinologues, mais en réalité, tous ces systèmes, ils communiquent entre eux. Donc si je n'équilibre pas l'ensemble de ces systèmes, inéluctablement, j'ai des répercussions dans l'ensemble de ce que nous on appelle le terrain ou la constitution de la personne. Alors j'ai intérêt à avoir une bonne hygiène des rythmes, c'est-à-dire à veiller à avoir des temps de sommeil suffisants. Ça veut dire aussi faire des pauses dans la journée, ne pas faire une concentration ou un travail intellectuel consécutif sans mettre des respirations. Donc ça, c'est important de respecter cette hygiène des rythmes. Donc deuxième pilier pour soutenir notre immunité, l'hygiène, la psychologie, la gestion du stress ou de façon plus globale, l'hygiène neuropsychique.
troisième pilier, fidèle à la naturopathie, l'activité physique. Il est évident qu'aujourd'hui, la majorité de nos contemporains, à commencer par moi, avons des métiers sédentaires. C'est-à-dire que la plus grande partie de ma journée, c'est d'être assis, voire debout quand je donne des cours, mais ça ne fait pas une grande dépense énergétique, et surtout, ça ne met pas beaucoup de mouvement dans mon corps. Or, notre biologie ou notre génétique ont été codés dans un environnement où l'homme bougeait en permanence. Lorsqu'il était nomade, eh bien, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir trouver gîte et couvert, il était obligé de faire des distances, estiment les spécialistes, les anthropologues, des distances allant pratiquement une vingtaine de kilomètres par jour. Donc lorsque je ne mets pas du mouvement dans ma vie, j'altère aussi les échanges au niveau de mes flux vitaux. C'est-à-dire que mon sang s'encrasse, ma lymphe se surcharge, les échanges au niveau des nutriments se font moins bien. Donc comprenez bien, amener les bons nutriments et les bons aliments dans l'assiette, c'est fondamental. Mais si derrière je ne permets pas à mes liquides circulants, qu'on appelle dans le jargon naturopathique et aussi en homéopathie les humeurs, eh bien, si mes humeurs s'encrassent, ce n'est pas correct. Et donc, je ne vais pas amener les micronutriments de façon optimale et je ne vais pas éliminer mes déchets de façon parfaite. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire mettre du mouvement dans sa vie. Idéalement, il faudrait bouger une demi-heure chaque jour, ne serait-ce que de la marche. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. On peut rajouter un peu de danse, on peut rajouter un peu de musculation, on peut rajouter un peu de fitness, on peut rajouter du yoga, tous ces outils complémentaires. Mais si déjà j'intègre au moins 3 heures de marche par semaine, c'est-à-dire 1 heure un jour sur 2, ou une demi-heure tous les jours, ce qui est l'idéal, déjà c'est la base fondamentale. Mais ça veut dire aussi autre chose, puisque je vous parlais des humeurs, ça veut dire que si derrière je ne fais pas des temps de détox, c'est-à-dire des temps où j'arrête de manger, où j'allège mon alimentation en faisant une diète, type monodiète, eh bien mes humeurs vont également s'encrasser. Mon organisme va se charger en déchets et les échanges se font moins bien. Les anciens hygiénistes parlaient un petit peu pour parler de nos humeurs, disaient c'est comme une grande baignoire où tous les liquides sont en connexion. Eh bien, mon sang est connecté à la lymphe, ou la lymphe est connectée au sang. Ça, c'est connu. Les canaux lymphatiques se déversent dans le système veineux. Mais derrière, j'ai également des communications au niveau interstitiel, au niveau de mes capillaires, qui, eux, sont connectés dans les tissus à travers les liquides extracellulaires. Et puis le but, c'est aussi que les nutriments arrivent dans les cellules. Donc c'est ce qu'on appelle les liquides intracellulaires. Et donc l'ensemble de tout ça, tous ces liquides, c'est pratiquement 2/3 de notre poids. Donc quelqu'un qui fait 60 kg a 40 litres de liquide intra-extracellulaire, lymphe et sang, le reste c'est du solide. Eh bien si ces liquides ne fonctionnent pas bien, n'échangent pas bien, forcément il y a un impact sur le terrain, sur la vitalité et donc sur l'immunité. Donc ça veut dire appuyer notre hygiène de vie sur ces 3 piliers, alimentation, gestion du stress, incluant le sommeil et l'hygiène des rythmes, et enfin sur l'activité physique. Donc ça, c'est la base. On va voir maintenant dans un deuxième temps qu'on peut compléter, qu'on peut renforcer, qu'on peut activer, qu'on peut améliorer avec différents outils que je vous développe tout de suite. Premier outil qu'on peut utiliser, c'est l'hydrologie. L'hydrologie, c'est en naturopathie ce qu'on appelle la 4e technique, où c'est presque une technique fondamentale, à la limite entre les deux, mais il faut s'accorder que c'est facile à mettre en place, ça peut vraiment être aidant et ça améliore considérablement à la fois le terrain, mais en même temps l'immunité. C'est quoi? C'est simplement, par exemple, utiliser l'eau chaude. Alors on peut utiliser idéalement, quand on a la possibilité, un sauna, un hammam. Si on a une baignoire, on peut faire aussi des bains hyperthermiques. Un bain dans lequel on rentre à 37, 37,5. On rajoute de l'eau chaude progressivement jusqu'à la température maximale qu'on supporte sans dépasser les 41 degrés. Et on reste un quart d'heure. Ensuite on sort, on se couvre bien. On se couvre et le but c'est de transpirer. En transpirant, qu'est-ce qui se passe? On élimine de la sueur, mais dans la sueur, il y a aussi des déchets qui sont éliminés, et entre autres des déchets acides. Donc ça, c'est un moyen à la fois de faire circuler les humeurs, mais en même temps qui permet de drainer les liquides, et en particulier d'éliminer une partie d'acide.
Pareil si vous faites du hammam, pareil si vous faites du sauna, on aura les mêmes bénéfices. En hydrologie, on peut aussi utiliser, et là ça a carrément du sens pour le sujet qui nous intéresse, à savoir l'immunité, le froid. Donc le froid, on peut l'utiliser de plusieurs façons. La façon la plus simple, ce serait d'utiliser des compresses qu'on appelle hot cold ou qui se trouvent également sous la marque de YouCool, qui a été mis au point par France Guillain, donc qui est une grande spécialiste des bains dérivatifs et très investie dans le domaine de l'hygiène de vie. Eh bien, ces compresses qu'on met au congélateur, on va pouvoir les déposer au niveau du périnée, dans un slip ou dans une culotte, pour vous mesdames, et en portant ça le matin, sous forme de cure, à peu près 1 heure. L'avantage, c'est qu'on ne perd pas de temps, parce que les anciens pratiquaient les bains de siège, qui avaient la même fonction, c'est-à-dire, en gros, c'est quoi? C'est ramener du froid sur la partie la plus basse du buste, celle où se déposent les déchets. Donc le fait de mener du froid, ça congestionne cette zone-là, ça les renvoie vers les intestins qui ne sont pas très loin et vers des systèmes de filtration lymphatique, et ça permet d'accentuer à la fois la détoxication, mais en même temps de remettre du mouvement dans les humeurs. Donc ça, c'est une façon d'utiliser le froid. Une autre façon qui est plus exposante, mais qui est combien de fois plus efficace sur l'immunité, c'est de pratiquer les bains froids. Donc on peut faire ça dans une baignoire, on peut faire ça à l'extérieur pour les plus courageux ou si vos conditions de vie vous le permettent en mettant une baignoire en extérieur. Et là, on met de l'eau froide. Et là, par contre, il faut faire ça de façon progressive avec quelques précautions préalables. La première, c'est de faire ça quand on a une vitalité suffisante. Quelqu'un qui est trop affaibli ne bénéficiera pas de cette hydrologie pour soutenir, pour booster le système immunitaire. Il faut faire ça, en deuxième intention, en ayant le corps déjà suffisamment chaud. Autrement, il n'y aura pas ce choc thermique et le corps ne réagira pas dans les voies de l'homéostasie, ou ce qu'on appelle également la stimulation, l'utilisation de la loi d'Hormèse, et on perdra le bénéfice. Donc si vous êtes en vitalité normale, c'est-à-dire pas épuisé, pas hyper fatigué, que vous avez la possibilité d'utiliser une baignoire à l'intérieur ou idéalement à l'extérieur, à ce moment-là, vous pouvez commencer à faire ça dans une eau aux alentours de 16-17 degrés pour habituer le corps. Ce n'est pas là où on veut aller beaucoup plus bas. Mais il faut toujours, en hydrologie, faire les choses de façon progressive. Autrement, on perd ses capacités d'adaptation et ça peut être contre-performant. Et puis ensuite, petit à petit, on s'habitue à descendre la température et l'idéal, c'est d'arriver à une température qui soit comprise entre 5 et 10 degrés. Mais 10-12 degrés, c'est déjà très bien. Donc 10-12 degrés, c'est déjà très bien pour pouvoir faire ça. Et ensuite, on va faire ça de façon progressive. Eh bien, au début, je vais juste m'immerger et ressortir. Et quand j'arrive à tenir un petit peu plus longtemps, j'essaye de tenir 10 secondes. J'augmente progressivement tous les jours, sans jamais dépasser 3 minutes, et à condition de rester confortable. Donc là, il y a tout un tas de littérature sur le sujet. En tout cas, moi, c'est ce que je pratique. Et j'ai eu l'occasion de vérifier à de moultes reprises un début de rhume. Je ne faisais pas les bains. Alors l'été, bien sûr, c'est plus difficile à faire, où il faudrait mettre des glaçons. Mais dans la période hivernale, celle où on a besoin d'avoir un système immunitaire le plus performant, ça tombe bien, c'est le bon moment. Et en faisant ça, simplement, ce qu'on va faire, on va utiliser notre énergie vitale pour soutenir la thermogénèse, c'est-à-dire que le corps va être obligé de réagir, se réchauffer, et en même temps, il y a tout un tas d'études qui ont été faites. En tous les cas, si la littérature vous intéresse, on vous mettra un lien dans le dossier, avec Susanna Solsberg en particulier, qui permet de montrer qu'en faisant ça, on augmente les cellules blanches, c'est-à-dire les cellules immunitaires. Donc le fait de pratiquer ces bains froids régulièrement, sur des durées qui, c'est pas la peine, les études ont été faites sur 2 minutes et elles disaient qu'au-delà de 2 minutes, l'impact n'était pas significativement supérieur. Donc c'est pas la peine de dépasser ce temps-là, eh bien c'est en hydrologie l'outil le plus efficace que je connaisse pour booster son immunité à condition de rentrer dans le champ des possibilités. Nous allons poursuivre et voir maintenant quels sont les compléments alimentaires qui peuvent nous être utiles pour pouvoir booster, soutenir notre immunité. Alors le premier complément qui me vient à l'esprit, mais qui ne va pas être une révélation pour vous, parce que tout le monde le connaît, mais c'est bien de le rappeler, c'est la vitamine C. Vous pouvez prendre de la vitamine C liposomale si vous le souhaitez. Vous pouvez prendre de la vitamine C, ce que je préfère, issue de l'acérola, mais il faut connaître quelques règles pour qu'elle soit efficace. Donc ce qu'on sait, c'est que la vitamine C active
les globules blancs. Donc ça veut dire que toutes les études nous ont montré que s'il y a une carence en vitamine C, on perd en rapidité de réaction du système immunitaire. Et on sait aujourd'hui que l'immunité est dépendante non pas de la population. Alors c'est sûr que si vous êtes en leucopénie, c'est-à-dire que vous manquez de globules blancs, c'est sûr que l'immunité ne va pas être au beau fixe. Mais quelqu'un, comparablement à une autre qui a une population immunitaire équivalente, ce qui va faire la différence entre les deux, c'est la rapidité à laquelle nos systèmes immunitaires réagissent. Plus il est vif, plus il lutte contre les pathogènes, virus et bactéries, et donc plus il est efficace. Donc ça veut dire que la vitamine C nous intéresse dans la mesure où elle accélère la réaction au niveau des globules blancs. Ensuite, on sait qu'elle a une action même qu'elle permet de mieux nous défendre face aux cellules cancéreuses. On ne va pas dire qu'elle est anticancéreuse, ce ne serait pas correct de le dire, mais en tous les cas, elle permet de mieux détruire les cellules précancéreuses. Les études nous ont montré que la durée de la grippe était raccourcie lorsque l'on prenait de la vitamine C. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est le dosage et la fréquence. Alors, en préventif, si vous prenez entre 500 mg et 1 g de vitamine C par jour, ça suffit largement. Liposomale, issue d'acérola ou des vitamines C à effet retard, c'est parfait. Mais en cas d'infection, que ce soit une grippe ou autre infection virale, il faut savoir qu'il faut répéter la dose toutes les 2 heures. Donc là, il vaut mieux prendre 200 mg parce que de toute façon, en une dose, on ne peut pas absorber plus de 200 mg. Donc il existe dans le commerce, on vous mettra des liens si vous le souhaitez, dans le dossier, il existe de l'acérola à 1000 mg, mais qui contient 200 mg de vitamine C. Eh bien, je prends un cachet toutes les 2 heures et là, j'ai un effet extrêmement intéressant au niveau de l'action immunitaire par la rapidité à laquelle mon système immunitaire va pouvoir réagir. Deuxième vitamine, connue également dans la littérature pour ses fonctions immunitaires, mais qui a été surtout développée et connue par rapport à l'action sur l'absorption du calcium, c'est la fameuse vitamine D. Aujourd'hui, toutes les études convergent sur le fait qu'une personne carencée en vitamine D a beaucoup plus de chances de contracter une maladie infectieuse, virale, bactérienne, mycosique. Donc ça veut dire qu'il va falloir veiller à vos apports en vitamine C, en vitamine D, bien sûr toujours à travers l'alimentation. Et je fais juste une parenthèse par rapport à la vitamine C, ne vous focalisez pas uniquement sur le marketing autour des agrumes, j'ai rien contre les pamplemousses, les oranges, les clémentines, mais la vitamine C, on la trouve aussi dans le chou, et il y a même beaucoup plus de vitamine C dans le chou, dans le persil, dans les oranges. Donc c'est le précepte, alimentation à dominante végétale variée, qui doit rester d'actualité pour les apports nutritionnels. En micronutrition, on va amener de la vitamine C, comme on l'a vu au préalable, et de la vitamine D. On sait que la vitamine D elle a plusieurs fonctions également, entre autres sur les globules blancs, sur les monocytes, sur les lymphocytes, et on sait qu'elle supprime également, et on sait que si elle n'est pas présente, eh bien, il y a certaines fonctions immunitaires qui sont moins opérationnelles. Donc on a pu observer également que la vitamine D est importante sur ce qu'on appelle l'auto-immunité, c'est-à-dire sur les maladies auto-immunes. Et donc, veiller à un bon statut en vitamine D, c'est fondamental pour prévenir les infections, mais aussi pour les personnes qui seraient déjà victimes ou qui souffriraient de maladies auto-immunes. On sait que la vitamine D est impliquée également dans le contrôle de l'allergie. Donc, vous voyez, c'est encore tout ça, ça nous parle de perturbation du système immunitaire. Maladie auto-immune, maladie allergique ou contrôle de l'inflammation, eh bien la vitamine D est impliquée à tous ces niveaux. Donc ça veut dire qu'on a vraiment intérêt à avoir un statut de vitamine D, non pas dans le minimum des analyses telles que nous le proposent les normes biologiques, c'est-à-dire 30 nanogrammes, mais plutôt à 50 ou 60. Donc plutôt dans cette partie-là, et on estime que pour l'immunité, c'est minimum 50. Donc regardez vos analyses, ou lorsque vous verrez votre médecin, demandez-lui de faire un dosage de la vitamine D. La D3 est encore remboursée. Et à ce moment-là, regardez vos chiffres. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à prendre 2000, 4000, 5000 unités par jour. Les toxicités sont largement supérieures à ça. Donc moi, au niveau de mes clients, de mes patients, je n'hésite pas, lorsque la vitamine D est trop basse, à conseiller tous les jours 4 ou 5 000 unités. Et il vaut mieux une prise quotidienne
que des gros dosages, comme c'est proposé en médecine classique, c'est-à-dire des ampoules à 100 000 unités, eh bien, il vaut mieux prendre 3 000, 4 000, 5 000 unités tous les jours, c'est beaucoup plus efficace et ça tient dans le temps. Parce que les grosses doses font monter les concentrations sanguines, mais derrière, ça redescend aussi vite. Donc, ce n'est pas la solution, et surtout, ce n'est pas physiologique. Dans notre mode de fabrication de la vitamine D, quand on la fabrique lorsque le soleil est présent, la vitamine D, lorsqu'on la métabolise, lorsque le soleil et les UV sont présentes, c'est à des doses quotidiennes. Ce n'est pas un gros dosage, et puis après, ça s'arrête. Il faut savoir que sous nos latitudes, à partir du 15 octobre, la vitamine D, on ne peut plus en fabriquer. Même si on a encore du soleil, même si on s'expose au soleil, c'est les UV qui nous permettent de transformer le cholestérol au niveau de la peau en vitamine D3, donc il est la vitamine qui est utilisée pour notre immunité. Donc ça veut dire que n'hésitez pas, à partir d'octobre et jusqu'à mois de mars, à complémenter sur cette fameuse vitamine D naturelle, idéalement, sur des dosages minimums, non pas les AJR, les apports journaliers recommandés, qui sont bien trop bas, qui seraient juste pour des gens qui seraient déjà des normes et pour les entretenir, mais là, on cherche à soutenir l'immunité, et c'est du 2000, entre 2 et 5000 unités tous les jours, et en fonction de vos propres dosages. Autre vitamine qui nous intéresse également pour l'immunité, c'est la vitamine B6. La B6, elle est utilisée pour différents aspects du corps, tels que le métabolisme, le système cardiovasculaire, mais également le système immunitaire, les hormones. Donc il est important de veiller à avoir des bons apports de vitamine B. Je précise que les vitamines B, B3, B6, B9, etc., en dehors de la B12 qui est un petit peu différente, se trouvent essentiellement dans les céréales à condition qu'elles ne soient pas raffinées. On les trouve également dans les protéines animales, celles que j'ai évoquées au préalable, mais dans le monde végétal, légumineuses, céréales non raffinées, oléagineux. Donc on a intérêt à avoir cette alimentation variée. Autre vitamine qui m'intéresse pour mon immunité, c'est la vitamine A. La vitamine A, elle est surnommée la vitamine anti-infectieuse, donc ce qui nous montre bien qu'elle joue un rôle essentiel dans la protection de l'organisme contre les virus. Donc celle-ci est également importante pour l'immunité. La vitamine A également un rôle sur la rapidité de réponse du système immunitaire et en particulier sur une certaine famille qui s'appelle les cellules T auxiliaires, les lymphocytes T auxiliaires et les phagocytes, c'est-à-dire celles qui mangent les méchants virus ou les méchantes bactéries. Autre oligo-élément fondamental, autre micronutriment fondamental pour l'immunité dont on a largement entendu parler pendant la pandémie de Covid, c'est le zinc. Donc le zinc, on savait qu'il était important, il est impliqué dans plus de 200 réactions au niveau de l'organisme. C'est également un cofacteur de la superoxydismutase, on le retrouve dans plein d'endroits, mais il a été démontré que le zinc, le statut de zinc avait un impact direct sur l'immunité, qu'il limitait la réplication des virus. Donc ça, c'est ce qui a été montré pendant les Covid. Et donc, il permet de limiter les infections virales dans l'organisme en améliorant également l'élimination des virus et en freinant leur multiplication. Donc ça, c'est hyper important. Première chose à faire, dès que j'ai une infection, je prends du zinc. Mais il a été également démontré que le zinc avait un impact sur les défenses immunitaires contre les bactéries. Donc ça évite, en tous les cas, les surinfections bactériennes et les infections virales. Donc ça faisait partie de certains protocoles controversés, mais aujourd'hui, les histoires politiques, je les mets à part. D'un point de vue purement scientifique, le zinc doit être utilisé pour prévenir les infections virales et bactériennes et également traiter, enfin, en tous les cas en adjuvant d'un traitement allopathique ou naturel. Donc là, il vaut mieux utiliser des zincs chélatés, c'est-à-dire associés avec d'autres molécules comme les picolinates, qui sont la forme la plus biodisponible, c'est-à-dire pour lequel le corps les absorbera mieux. Ce que nous donne la littérature en termes d'apport quotidien de zinc pour optimiser l'immunité, c'est 40 mg par jour sous forme de bisglycinate, qui est la forme la plus biodisponible pour assimiler ce métalloïde. Ensuite, dans les antioxydants ou dans les vitamines protectrices, on peut aussi parler de la vitamine E, qui est essentielle au maintien du système immunitaire sain. Elle l'aide en protégeant la glande thymus, donc c'est un peu plus bas ici, qui fabrique des globules blancs justement. Donc important de veiller à un bon dosage de vitamine E
Si vous consommez régulièrement 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile vierge au quotidien, déjà vous allez avoir de la vitamine E, naturellement. Si vous consommez également régulièrement des oléagineux, c'est-à-dire des graines précurseurs de graisse, de bonne huile, comme les noisettes, les amandes, le sésame, les cajous, etc., vous allez également avoir des vitamines E. Dans les micronutriments, il faut penser aussi aux antioxydants, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc que ce soit les antioxydants primaires ou secondaires, ils sont fondamentaux pour notre immunité. Donc les antioxydants primaires, ce sont ceux que l'on fabrique nous-mêmes, tels que la superoxydismutase, tels que la catalase ou tels que le glutathion peroxydase. Donc ce sont des antioxydants que l'on métabolise nous-mêmes. Ils sont importants pour lutter contre l'inflammation et c'est un impact direct au niveau de l'immunité. Donc là, c'est tous les micronutriments dont on va avoir besoin, les vitamines B, les zinc, les lysines, enfin les acides aminés qualitatifs, qui sont amenés par ce qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire l'alimentation santé. Et puis ensuite, il y a les antioxydants secondaires, donc ce sont ceux qui sont amenés par l'alimentation, donc ils ont un rôle important pour capter les radicaux libres. Et bien là, c'est sûr qu'en mangeant du végétal varié avec des couleurs différentes, ça c'est un critère intéressant et important, varier les codes couleurs, eh bien il faut du violet avec le raisin, mais aussi avec la betterave, avec l'aubergine, selon la saison, il faut du rouge, avec les tomates par exemple, il faut du orange, avec les carottes, mais aussi avec le kiwi, etc., du vert, tous ces pigments-là amènent des antioxydants nécessaires. Ensuite, dans le micronutriment, il ne faut pas négliger non plus l'importance des probiotiques. Donc les probiotiques, on les amène de façon naturelle avec les végétaux, mais il n'est pas inutile ponctuellement de faire des complémentations et je conseille vraiment à l'entrée de l'hiver, c'est le bon moment pour amener des probiotiques qui vont permettre justement de nourrir, de développer les bonnes bactéries et de renforcer notre immunité. Il faut savoir que 60 à 70% de notre immunité est éduquée par notre alimentation et par la qualité de notre microbiote. Dit autrement, notre système immunitaire est pas très loin de la muqueuse intestinale, à la fois pour protéger l'arrivée d'intrus, mais c'est également là où il y a toute cette éducation de l'immunité acquise qui se fait justement en présentant des antigènes. On a même des cellules particulières qu'on appelle présentatrices d'antigènes. Et donc on a intérêt à avoir une bonne hygiène intestinale, c'est-à-dire éviter tous les problèmes de putréfaction, de fermentation qui dénature le microbiote, donc cette population de micro-organismes, et qui va avoir un impact direct au niveau immunitaire. Donc on peut aussi renforcer ça en consommant raisonnablement, selon la tolérance de chacun, des aliments tels que les aliments lactofermentés. Pensez à la choucroute, pensez par exemple, qui est l'exemple même, les cornichons lactofermentés, où tous ces aliments-là sont intéressants parce qu'ils amènent de l'acide lactique qui nourrissent notre microbiote. Donc on sait aujourd'hui l'impact direct du microbiote sur notre immunité. Et puis ensuite, on peut complémenter, on va aller plutôt, avant d'aller vraiment dans le monde végétal, on va faire un intermédiaire entre un monde entre les deux, ni végétal ni animal, qui sont les champignons. Donc là, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle la mycothérapie, et on sait qu'on a des champignons, ou des mycéliums, plus exactement, c'est-à-dire la partie inférieure, le champignon c'est juste la partie visible qui est sur Terre, hein, la partie on va dire sexuelle, mais tout l'organisme en fait est surtout souterrain, les 9/10 sont sous terre, et bien on sait qu'on a certains mycéliums ou certains champignons qui sont particulièrement intéressants pour notre immunité. Donc je vais citer les principaux, le reishi, le shiitake et la pleurote. Voilà, donc là, consommer ou à titre préventif ou à titre curatif des concentrés de mycélium. Pareil, on vous mettra des liens dans le dossier. En tous les cas, voilà, indépendant, moi je n'ai pas d'action chez tel ou tel laboratoire, mais je vous parlerai plutôt, c'est plutôt un témoignage de mes expériences ou en tous les cas de mon expertise et des conseils que je donne à mes clients et à mes patients. Et bien là, pensez à ces champignons-là
qui sont intéressants. Bien sûr, on peut les consommer également, hein, c'est toujours intéressant de consommer ces champignons. Le shiitake, on en trouve de plus en plus facilement maintenant, la pleurote également, le reishi c'est un peu plus compliqué, mais de penser aussi à une consommation régulière. Alors, on va faire un tour non exhaustif. Là, c'est vraiment un dossier pour vous donner les grandes lignes de l'immunité, mais là, vous allez avoir plein d'outils. Dans le domaine de la phytothérapie, pensez à l'échinacée. L'échinacée, c'est la plante qui a été la plus étudiée dans la médecine amérindienne et qui nous montre ses capacités immunomodulatrices. C'est-à-dire que si l'immunité est trop exacerbée sur les terrains allergiques, elle module. Si le système immunitaire est un peu déséquilibré, elle fonctionne. Et si le terrain est immunodéprimé, elle va soutenir. Donc là, de nombreuses études ont montré que la consommation d'échinacée, personnellement, je préfère l'utiliser sous forme d'extrait fluide, type Cantis, je vous mettrai également le lien dans le dossier, eh bien, qu'elle prévenait les pathologies hivernales. Donc, sur les personnes qui consomment de l'échinacée ont beaucoup moins de rhume et entre autres, ça marche très bien chez les enfants qui font des problèmes ORL à répétition. Elle a été étudiée également sur les cystites à répétition, sur les mycoses récidivantes, sur les infections virales chroniques. Donc ça veut dire que l'échinacée ou les échinacées, puisqu'il y en a plusieurs en réalité, sont extrêmement intéressantes à titre préventif pour les personnes immunodéprimées ou dès les premiers signes d'infection. Donc entre la vitamine C, la vitamine D, le zinc et éventuellement la mycothérapie plus la phyto, on a vraiment de quoi renforcer notre terrain, sachant que la base reste quand même malgré tout notre hygiène de vie au quotidien. On peut complémenter aussi avec une autre plante que j'aime beaucoup, qui est l'astragale. L'astragale, c'est la plante qui a été une des plantes les plus utilisées en médecine traditionnelle chinoise. On sait qu'elle est très intéressante sur les infections parce qu'elle est également intéressante pour soutenir une immunité affaiblie. Alors c'est une plante que je cite plutôt chez les personnes âgées pour lesquelles l'immunité commence à être un peu en baisse à cause de la vieillesse, à cause du fait que les cellules vieillissent et qu'une cellule vieillissante est un peu moins efficace. On pourrait compléter encore, si besoin était, avec le cyprès, les noix de cyprès, qui sont très intéressantes, donc phytothérapie, le cyprès mais pas la feuille et la noix, qui est utilisée en phytothérapie justement pour lutter contre les infections virales. Donc là, j'utilise plutôt ça, moi, en thérapeutique. Là, c'est plus à titre préventif et j'utilise ça principalement chez l'enfant parce que c'est une plante qui marche très bien qu'on peut donner chez l'enfant. Tout ce qui est infection ORL, pulmonaire, eau, nez, gorge, mais également qui est intéressante chez les maladies de l'enfant contagieuses, telles que la rougeole, telles que la varicelle, les oreillons. Donc très bonne indication sur les maladies virales. Et puis on peut aussi, et enfin compléter, avec le sureau, qui est intéressant sur les infections virales, mais en plus qui a des propriétés antitussives et qui est intéressante pour drainer un peu les mucus. Donc voilà du côté de la phytothérapie ou de l'utilisation des plantes pour soutenir l'immunité ou la renforcer en cas d'infection. Là, on est plutôt dans le traitement ou l'accompagnement lorsque les troubles sont là. Bien évidemment, comme on dit toujours, mais je préfère le préciser, ça ne remplace pas une consultation médicale et d'avoir un avis médical, c'est toujours extrêmement précieux. Voilà. Donc là, c'est plutôt en automédication, simple, mais pas à la place d'une consultation médicale ou d'un traitement médical. On va terminer avec les quelques huiles essentielles qui vont être le cocktail gagnant pour passer un hiver sans grippe, sans virus, sans Covid. C'est le laurier noble. J'aime beaucoup cette huile essentielle. Alors là, on va parler plutôt d'onction diluée avec un peu d'huile végétale à mettre le long de la colonne vertébrale pour éviter les contre-indications des huiles essentielles par voie orale. Certaines on peut, certaines on ne peut pas. Donc là, on n'est pas en aromathérapie, on est vraiment sur un dossier de l'immunité. Donc moi, je vous conseille d'associer 3 huiles essentielles ou 4, mais au minimum le laurier noble, le ravinsara et l'eucalyptus radié. Avec ça, vous pouvez faire un cocktail gagnant. Vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque.
Si vous avez la peau sensible, vous diluez avec un petit peu d'huile végétale d'amande douce, par exemple, et tous les matins, vous appliquez ça après votre toilette, le long de la colonne vertébrale, au niveau de la fin des côtes, c'est-à-dire au niveau du rachis lombaire, parce que c'est là où il y a les récepteurs les plus intéressants pour capter les molécules aromatiques et soutenir, renforcer l'immunité. Le laurier, c'est vraiment amener de la force. L'eucalyptus radié et le ravinsara, c'est lutter contre les virus et monter l'énergie vitale aussi. Et si vous ne voulez pas vous embêter à faire un mélange, vous pouvez, je vais faire un peu de publicité pour un laboratoire que j'aime bien, qui s'appelle Pranarome, utiliser AromaForce de chez Pranarome, où vous retrouverez ces huiles essentielles-là avec d'autres en plus. Et là, vous mettez, pareil, 6 à 8 gouttes le matin après la toilette le long de la colonne vertébrale. Alors, pas toute l'année, on fait des petites pauses de 2 jours par semaine pour éviter de saturer l'organisme, mais on peut faire ça dans toute la période hivernale, décembre, janvier, février, si vous voulez vraiment avoir un renforcement de votre système immunitaire. Et puis, puisque je parle d'aroma, je vous donnais aussi un petit conseil. Utilisez un diffuseur d'huile essentielle, mettez un peu d'essence de citron et ça permet de diffuser des molécules aromatiques agréables à sentir, mais en même temps qui assainissent l'atmosphère. N'oubliez pas non plus, et je terminerai là-dessus, mais je ne vais pas trop développer puisqu'un dossier vous attend dans les temps prochains sur l'utilisation du jeûne. Le jeûne, si votre vitalité vous le permet, si votre motivation est là, sachez qu'un jeûne à partir de 72 heures permet de rajeunir la population immunitaire, mais ça fera l'objet d'un prochain dossier. Voilà un petit peu de teasing pour la suite. Je vous remercie pour votre écoute et puis on se retrouve comme d'habitude pour les questions-réponses à travers le webinaire des abonnés où on pourra développer tout ça ou approfondir ou répondre à des questions ponctuelles si tel est votre choix. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité et à très bientôt et prenez soin de vous.